Dans un texte publié en 86, Jacques Derrida avance qu'il y a des moments historiques où le destin de certains individus viennent à incarner ce qu'il appelle le destin de l'humanité. Leur vie condense une situation dans laquelle chacun sent qu'il en va de la gouvernementalité générale, de l'économie des forces à l'œuvre dans le monde et à laquelle chacun d'entre nous est malgré soi exposé. Derrida affirme que, alors qu'il écrit ce texte en 86, celui dont la vie synthétise le tout du monde, c'est Nelson Mandela. Il mentionne aussi ce qui se passe en Palestine, Israël. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui autour de Julian Assange représente ce type de situation où le destin de l'humanité est en jeu. Ce qui lui arrive est aussi important et devrait susciter la même indignation mondiale que celle de Nelson Mandela. Il en va aussi dans ce combat de la protection de la vie et de la mise à mort, de la guerre et de l'État, du droit et de la justice. Il en va aussi d'ailleurs de la question raciale. On pourrait en effet expliquer le fait que Snowden suscite une plus grande sympathie en Europe et aux États-Unis qu'Assange par le fait que les fuites faites par Snowden impliquaient des Occidentaux blancs, alors que beaucoup de celles de Wikileaks impliquaient des Yéménites, des Afghans, des Irakiens. Le procès pour extradition de Assange s'ouvre donc lundi 24 février. S'il est extradé, on l'a dit, il risque 175 ans de prison pour espionnage. Julian Assange est aujourd'hui, comme l'a écrit Eva Joly dans un texte important dans Le Monde il y a quelques semaines, en danger de mort. Il subit ce qui s'apparente à des tortures psychologiques et physiques de la part du Royaume-Uni. Entre 2012 et 2019, il était retenu dans l'ambassade d'Équateur à Londres et il n'a pas pu, pendant ces 7 années, sortir, se balader, voir le soleil, ce qui a durablement affecté sa santé. Julian Assange s'inscrit dans l'histoire de la dissidence politique, mais d'une manière extrêmement particulière. Car d'ordinaire, les dissidents politiques venus du bloc de l'Est, de la Chine, de la Russie, de Cuba, de l'Afrique du Sud, pouvaient envisager comme lieu d'accueil possible les pays occidentaux comme les États-Unis ou l'Angleterre. Ils pouvaient constituer ces pays comme des modèles de droit et de démocratie et fonder leur opposition au régime dans lesquels ils vivaient en invoquant ces exemples. Mais quel modèle peut invoquer Julian Assange, mais aussi Edward Snowden, Sarah Harrison ou Chelsea Manning, quand ce sont les pays mêmes qui semblaient incarner une sorte d'idéal qui deviennent le lieu d'exercice de la persécution politique et de l'injustice? Nous avons ici affaire à une classe de dissidents orphelins de tout futur et de tout présent. Est-ce que alors le destin de ces individus ne marquerait pas que nous arrivons aujourd'hui à la fin d'une certaine histoire de la démocratie, c'est-à-dire à un moment où toutes les valeurs sur lesquelles nous fondions d'ordinaire nos pratiques sont en crise? Nous ne pouvons que très difficilement défendre ces figures en invoquant les valeurs de l'état de droit, parce que ce sont précisément des États qui se réclament de ces notions qui les persécutent. L'emprisonnement de Assange est légal et conforme à l'état du droit. La torture de Chelsea Manning et son nouvel emprisonnement sont légaux. La menace de la prison pour Snowden et la privation par les tribunaux américains de sa capacité de percevoir les droits d'auteur de son livre sont fondées juridiquement. Et ces décisions sont rendues non pas par des gouvernements, mais par des magistrats, que nous disons indépendants et dont nous battons souvent pour protéger l'indépendance. Nous ne situons pas ici dans un état d'exception, mais dans une manifestation de l'état de droit. Ce sont donc toutes nos catégories habituelles qui vacillent. Par exemple, nous devons nous méfier de notre utilisation de la catégorie de l'égalité et le crime. Invoquer les illégalismes d'État révélés par Wikileaks est efficace pour justifier les pratiques de Julian Assange, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a sans doute aussi des illégalismes commis de notre côté, et que la frontière n'est pas claire, et par conséquent nous devons aussi être capables d'élaborer nos analyses sur d'autres critères. Aujourd'hui, l'urgence est de nous mobiliser pour Julian Assange, autour de Julian Assange et sans nuance. Je remarque parfois l'existence d'une tendance à ne pas vouloir placer Assange au centre de l'attention. On le met un des autres, et on l'inscrit dans un ensemble de causes plus larges, les lanceurs d'alerte, le journalisme, le droit de l'information, la démocratie. Où il faut qu'à un moment ce soit de lui que nous parlions. Beaucoup de gens expriment des réticences à son endroit. Ils disent qu'ils le soutiennent malgré le fait que ce serait un personnage trouble, malgré tout ce qu'on peut penser de lui, malgré certaines déclarations controversées. On a tendance alors à rabattre la défense de sa cause sur des problématiques consensuelles, comme si nous voulions le séparer de ce qu'il est pour le défendre, et donc comme si en fait nous voulions défendre autre chose que lui à travers lui, la liberté de la presse, la démocratie, l'information, etc. Or ce n'est pas la liberté de la presse comme principe abstrait et figé qui est en danger de nous, c'est Julian Assange. Ce n'est pas la démocratie qui est torturée, c'est Julian Assange. Le fait qu'il est persécuté ne pourrait-il pas d'ailleurs s'expliquer par le fait qu'il a bousculé des valeurs traditionnelles que paradoxalement nous utilisons pour le défendre? La manière d'instituer et de pratiquer le journalisme, les formes classiques de révolte contre la violence d'État, les modalités de contrôle de l'espace public et de la circulation des documents, la notion d'intérêt général. Autrement dit, il ne faut pas que la défense d'Assange soit l'occasion d'une restauration des valeurs traditionnelles. Car c'est au contraire là où Julian Assange trouble ces valeurs que se situe la vérité de ce qui se passe et qui explique ce qu'il subit. De la même manière que Gilles Deleuze disait que lorsqu'on aime un moteur, il faut tout prendre et tout aimer,
Défendre Julian Assange suppose de tout défendre. C'est à cette condition que notre mobilisation sera susceptible de ne pas le trahir, de ne pas l'emprisonner une deuxième fois, de ne pas être complice des forces gouvernementales et que nous pourrons continuer à faire exister dans l'espace public le projet de déstabilisation radicale et libertaire qu'il a inauguré et ainsi en quelque sorte à le maintenir en vie parmi nous le plus longtemps possible. Merci beaucoup. La mobilisation est cruciale. Juste avant de laisser la parole